Merci. Donc, bienvenue. Je vous rappelle que compte tenu des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, la séance se déroule sans public, mais elle est retransmise en direct via Facebook Live, puis mise en ligne sur la chaîne YouTube de la commune. Chaque conseiller présent peut détenir 2 procurations, donc je déclare la séance ouverte et je vais procéder à l'appel après avoir constaté que le quorum, donc réduit un tiers des conseillers, est atteint et Estelle Faure est désignée secrétaire de séance. Donc Martine Mattei, Chex Marie-Pierre. Présent. Le Breton Frédéric. Présent. Riffarolquier Martine. Présent. Saffort Pierre. Présent. Combier Marie-Christine. Présent. Auxerre François. Présent. Larmande Véronique. Présent. François Patrick. Présent. Alors, Luc Stanislas qui a donné procuration à Frédéric Le Breton. Damani Samira. Présent. Salomon Pierre. Présent. Fort Aliment Estelle. Présent. Viré Fabien qui a donné procuration à Laurent Mureau. Présent. Roche Patricia qui a donné procuration à Le Breton Frédéric. Bouguera Nadia qui a donné procuration à Marie-Christine Combier. Permenja Hélène qui a donné procuration à Marie-Pierre Chex. Bureau Laurent. Présent. Sylvain Eliane qui a donné procuration à Patrick François. Ranchon-Denis, donc présent. Lavis Christian. Présent. Bouvier Mireille. Alain Dominique. Oui. Steph Julie. Mircea Antoine. Pesota Christelle. Présent. Porquet Céline. Présent. Alors, avant de commencer la séance, comme il est possible par rapport au chapitre 3 du règlement intérieur du conseil municipal, je vous propose une modification de l'ordre du jour concernant une petite modification du règlement intérieur du conseil municipal concernant les interventions de personnes extérieures. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse passer cette délibération et on va la mettre sur table pour ceux qui sont présents et on va la lire pour, bien entendu, ceux qui sont en visio. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, vous êtes d'accord? Oui. Donc, on va vous mettre sur table et on va commencer par cette délibération. Donc, suite à l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal par délibération 2020-050 du 13 octobre 2020, il est nécessaire de modifier l'article 26 ci-dessous. Article 20, personnel municipal et intervention extérieure. Le directeur général des services assure le secrétariat administratif des séances du conseil municipal. Il est chargé notamment au cours de la phase préparatoire des séances publiques de rédiger l'ordre du jour fixé par Madame le maire et d'en assurer l'expédition, de recueillir les dossiers nécessaires à l'instruction des questions inscrites à l'ordre du jour, assiste aux séances du conseil municipal le directeur général des services de la mairie, les fonctionnaires municipaux concernés, en fonction de l'ordre du jour, et les fonctionnaires chargés du service administratif. Ils ne peuvent prendre la parole que sur invitation de Madame le maire et restent tenus à la stricte obligation de réserve, tel qu'il est défini par le statut de la fonction publique. Donc tout ça, ça ne change pas. En effet, afin de permettre à toute autre personne qualifiée extérieure d'assister aux séances du conseil municipal, afin de débattre sur les questions présentées à l'ordre du jour, il est proposé de modifier cet article comme suit. Article 20, donc on conserve exactement ce que je viens de lire et on rajouterait uniquement cette phrase, ainsi qu'éventuel, je vous relis la phrase, assiste aux séances du conseil municipal, le directeur général des services de la mairie, les fonctionnaires municipaux concernés en fonction de l'ordre du jour et les fonctionnaires chargés du service administratif, et on rajouterait uniquement cette phrase, ainsi qu'éventuellement toute autre personne qualifiée extérieure dont la présence est souhaitée par Madame le maire afin de débattre sur les questions prévues à l'ordre du jour. Donc je mets au débat, est-ce que vous êtes d'accord
pour modifier et rajouter cette phrase dans le règlement intérieur, ce qui nous permettra de faire venir des personnes extérieures et d'intervenir sur tout sujet qui sera à l'ordre du jour. Oui. Oui. Je crois savoir que le fait de poser une délibération sur table, c'est pas quelque chose de recevable sur le plan du droit, me semble-t-il, et il faut que ce genre de disposition soit communiqué dans le délai exigé par les convocations. Alors, vous prenez chapitre 3, organisation des débats et votes, il y a marqué déroulement des séances. Article 23, Madame le maire peut proposer une modification de l'ordre du jour. Donc j'ai proposé cette modification à l'ordre du jour qui a été acceptée à l'unanimité et pour demander dans la délibération si on peut rajouter une phrase. Je fais des remarques sur le sujet. C'est marqué dans le règlement intérieur. Oui, si je peux me permettre, Madame la maire, si vous vous souvenez du débat qu'on a eu sur le règlement intérieur, c'est un point d'ordre que j'avais soulevé en disant que effectivement vous mettiez dans le règlement intérieur, mais que légalement un ordre du jour modifié peut être envoyé, mais toujours dans le délai légal de 5 jours francs ou de 3 jours francs s'il y a urgence. Ceci étant, pour auditionner quelqu'un d'extérieur au conseil municipal, il vous suffit de faire une suspension de séance pour le faire intervenir et pas. Je ne vois pas en quoi ça peut déranger de rajouter uniquement cette phrase dans cette délibération. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre pour rajouter, pour inviter une personne extérieure pour venir justement parler de sujets qui peuvent être à l'ordre du jour et qui peuvent porter sur des sujets d'actualité ou tout autre qui peuvent nous rendre service? Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'une question de forme, vous comprenez. Oui, donc c'est marqué, ça a été voté, le règlement intérieur a été voté, donc je repose la question, qui est pour et qui est contre? Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? On ne prend pas part au vote. Vous ne prenez pas part au vote. D'accord. Donc nous passons à l'ordre du jour concernant le point numéro 1, qui est la crise sanitaire, redevance droit de place pour les commerces ambulants à 1 € pour le deuxième trimestre 2021. Et je laisse la parole à Frédéric Le Breton. Donc, le projet de délibération sur les redevances de droit de place. Le projet de délibération porte sur les redevances de droit de place pour les commerces ambulants à 1 € pour le deuxième trimestre 2021. Donc, vu l'article L 1511-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu le Code de la voirie routière et notamment son article L 113-2, et vu la circulaire préfectorale du 19 mars 2021 relative aux aides au commerce de proximité, considérant que l'exonération totale des redevances est exclue, ce que rappelle bien évidemment la circulaire préfectorale, mais que le montant à 1 € est autorisé, considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent prévoquer à tout moment par la personne publique propriétaire, considérant qu'ils ne confèrent pas de droit réel à l'équipement et sont soumis au paiement de redevances, considérant que du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et des restrictions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l'occupation du domaine public a été limitée et a amputé le chiffre d'affaires des commerces ambulants. Donc, nous vous proposons au conseil municipal de décider d'accorder une remise partielle de la redevance donc proposer de limiter à 1 €, je dirais, les droits de place pour les commerces ambulants. Est-ce qu'il y a des... Je crois qu'il y avait un amendement. Il y a un amendement, Mme Porquier. Donc, si vous voulez bien le lire, Mme Porquier.
bonnes mesures, mais c'est vrai que nos acteurs économiques locaux ont du mal à y voir clair et à se projeter. Même si la situation s'arrange, la situation sanitaire s'arrange, ils ont été gravement impactés par celle-ci. Donc je vous propose cet amendement qui est donc de prolonger cette réduction, de rabaisser ce montant pour l'intégralité de l'année 2021 et de se tenir qu'au deuxième trimestre comme c'est prévu dans cette délibération. Il faut savoir que j'ai proposé cet amendement pour la délibération 1, 2 et 3. Je crois que M. Lavis avait un amendement équivalent. Oui, ça portait sur le second, mais ça va dans le même esprit, si vous voulez. C'est-à-dire de remplacer tout simplement le deuxième trimestre 2021 par toute l'année 2021. Ce serait pour notre collectivité de manière unanime et la façon d'afficher notre soutien efficient donc à nos artisans et commerçants, tout simplement. Donc, simplement, je voudrais rappeler que, bon, à notre arrivée, une des premières décisions qu'on a prises, c'était d'exonérer les commerçants pour l'année 2020. Cette mesure venant en plus des aides nombreuses apportées par l'État, la région et la communauté de communes. Bon, nous avons contribué également à relayer ces plans d'aide en ayant affecté un début lui-même correspondant pour le soutien des commerçants. Mais malheureusement, l'exonération des redevances ne peut pas être éternelle. D'ailleurs, la loi prévoit que lorsque les mesures sanitaires seront levées pour chacune des catégories d'emploi, toute décision d'exonération sera devenue illégale. Donc, compte tenu aussi de la campagne de vaccination, nous espérons pouvoir sortir de la crise sanitaire cette année et assister à un rebond d'activité commerciale après toutes les restrictions. Cela, bien sûr, personne ne sait à quelle date cela peut intervenir. Est-ce que ce sera cet été? Est-ce que ce sera à l'automne? Personne aujourd'hui ne peut le savoir. Aussi, nous reconduirons l'opération trimestre par trimestre afin de gérer nos recettes de façon prudente et de maintenir notre soutien aux commerçants autant que ce sera nécessaire et permis par la loi. Voilà la réponse. Et donc, en quelque sorte, je ne peux pas personnellement approuver l'amendement qui a été proposé. Donc, qui est pour cet amendement? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Frédéric, toujours à toi. Oui. Donc, le deuxième amendement porte aussi sur les redevances d'occupation des biens publics. C'est facile pour les terrasses de plein air en ce qui concerne le. Excusez-moi, on ne peut pas passer au vote de la délibération, on va passer. Oui, exact. Vous avez tout à fait raison. Donc, on va soumettre au vote la délibération numéro 1 qui est contre. Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, le contrôle de l'égalité nous oblige à séparer toutes les catégories d'exemption ou de remise, sur les redevances d'occupation. Donc c'est pour ça qu'on a obligé de faire 3 délibérations. Et la deuxième, bien sûr, concerne cette fois-ci le domaine public pour les terrasses de plein air, en ce qui concerne toujours le deuxième trimestre 2021. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-6 et L 2331-4, vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-3 à L 2125-6, vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2, vu la délibération numéro 2016-005 du Conseil municipal du 22 février 2016 relative à la fixation des tarifs applicables aux terrasses de plein air,
la circulaire préfectorale du 19 mars 2021 relative aux aides au commerce de proximité. Donc, considérant que les collectivités peuvent délivrer sur ordre public des autorisations d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent déroger du pouvoir par la personne publique propriétaire, considérant qu'ils ne confèrent pas de droit réel à l'occupant de son sujet au paiement d'une redevance, considérant que du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, des restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire, l'occupation du domaine public est fortement limitée et le chiffre d'affaires de certains commerces, tels que les bars et restaurants, très largement occupés. Considérant qu'il convient d'accorder une remise partielle de la redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses de plein air, et nous proposons à hauteur de 90% pour le deuxième trimestre 2021. Donc nous proposons au Conseil municipal de délibérer pour accorder une remise partielle de la redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses de plein air à hauteur de 90% pour le deuxième trimestre 2021. Donc nous allons évidemment avoir votre amendement. Oui, alors l'exposé des motifs est suivant. Il est manifeste que la crise sanitaire va encore se poursuivre plusieurs mois. La mise en place d'une nouvelle forme de confinement sur l'ensemble du territoire national pour 4 semaines démontre cet état de fait. Par ailleurs, les conditions de réouverture des bars et restaurants comprendront, comme en 2020, des règles de distanciation sociale limitant le nombre de personnes accueillies. Dans les hypothèses les plus favorables, un retour à des conditions plus normales n'est pas attendu avant l'automne, une fois que la vaccination contre le Covid sera plus massive. Aussi, il convient que le Conseil municipal affiche dès à présent le soutien de la collectivité aux artisans et commerçants, en décidant cette remise partielle des redevances d'occupation du domaine public pour les terrasses de plein air sur toute l'année 2021. Donc ma réponse à cet amendement sera exactement le même. Monsieur le Breton, s'il vous plaît. Ma réponse à cet amendement sera. Je pense qu'il faut peut-être que je dise mon amendement, comme ça vous répéterez une fois votre truc, parce que c'est dans le sens de mon amendement. Vous avez déposé un amendement pour celui-là. Excusez-moi, je ne vous entends pas. J'avais déposé un amendement aussi qui allait dans le même sens que celui de M. Christian Lavis. D'accord, mais je vais dire le mien, ce sera très rapide, mais ça vous permettra de répondre d'une seule fois. Donc écoutez, voilà, je propose en fait que cette remise partielle soit effectuée accordée sur l'intégralité de l'année 2021 et non juste sur un trimestre. Comme ça a été souligné, c'est vrai qu'il y a la crise sanitaire et les conséquences très graves qu'elle a apportées envers nos acteurs économiques locaux. Mais je pense que ce qu'il faut souligner, c'est pour ça que j'insiste, c'est le manque de vision qu'ont nos commerçants et nos acteurs économiques locaux. Et c'est pour ça que le fait de valider et d'accepter cet amendement sur l'intégralité de cette année 2021, ça leur permettrait, si vous voulez, de se projeter un petit peu, parce que c'est bien un gros problème. Voilà. Donc, je réponds de la même façon, bien sûr, que sur la première délibération. Aujourd'hui, nous ne savons pas, M. Lavis parle pas avant septembre, mais personne ne sait à quel moment les mesures de contrôle sanitaire seront levées, et de quelle façon elles seront levées, et de quelle façon seront les différentes professions. Donc, si nous votons aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, comme une exonération ou une remise sur les redevances, eh bien, nous serons, obligés d'abroger cette décision, dès que la situation sera modifiée, la situation sanitaire sera modifiée. Donc, plus simplement, je continue à proposer que, nous votions seulement pour le trimestre prochain. Et nous, bien sûr, nous poursuivrons notre soutien aux commerçants si les mesures sanitaires n'ont pas été levées et que les difficultés économiques persistent pour les professions concernées. C'est le Breton. Je vais dire un mot. Oui, pour dire que je pense qu'il serait bien que notre Assemblée, dont
prenne cette délibération pour l'ensemble de l'année 2021, parce que ça va aussi permettre non seulement d'afficher un soutien aux artisans et commerçants, mais d'interpeller l'administration, en particulier M. le Préfet, qui pourra faire remonter donc, au gouvernement ces nécessités. On ne peut pas rester les bras croisés face à des situations qui sont d'ores et déjà connues. Tant bien même la crise sanitaire sera amoindrie, ce que tout le monde espère, il y aura encore ces mécanismes de distanciation qui existeront parce que des mesures de précaution vont perdurer, et il faut que ce soit un signe qui soit connu aussi, si vous voulez, du gouvernement. Récemment, pour des questions d'organisation des élections départementales et régionales, le gouvernement a interpellé les maires, et bien cette fois-ci, je considère que c'est bien que les conseils municipaux puissent faire remonter jusqu'au gouvernement qu'il y a des dispositions simples mais efficaces qui vont dans l'intérêt des professionnels et qu'il faut à tout prix approuver. Mais on est tout à fait pour, monsieur Lavis, on est tout à fait pour. La loi nous dit de faire uniquement ces dégrèvements sur certaines périodes. Donc rien ne nous empêche, si le confinement devait se poursuivre au-delà de ce que nous allons voter ce soir, de bien entendu de remettre ça sur le tapis. Tout ce qui est aide et tout ce qui est à notre pouvoir de faire, nous ferons. Même s'il faut faire remonter, il n'y a aucun souci qu'on puisse signer le courrier et envoyer aussi, faire remonter également à monsieur le préfet. Là, nous devons respecter uniquement ce qui nous est autorisé. Donc ce soir, nous validons uniquement pour la période donnée. Rien ne nous empêchera de continuer lors du prochain conseil municipal et de prolonger jusqu'à la fin de l'année. Et ça nous évitera bien des soucis. Je souhaite intervenir à ce sujet en complément, parce que la réponse de M. Le Breton ne peut pas être la même sur les deux délibérations. Dans le premier temps, on est sur les commerces ambulants qui peuvent continuer à fonctionner, qui ont été touchés certes par le couvre-feu, surtout quand on était à 18h. Je pense que livrer des repas avant 18h, c'était certainement compliqué. Je ne sais pas trop comment les enfants fonctionnaient. 19h, c'est déjà un petit peu contre pour les restaurants, les bars et les restaurants. On est dans une zone économique actuellement, ils sont complètement fermés. Donc il n'y a pas du tout d'activité. Surtout une fois qu'ils vont rouvrir, les publiés sont déjà en vigueur. On sait qu'ils rouvriront avec des règles de distanciation, pas plus de 4 par table, 1 mètre à 2 mètres entre chaque table. Donc beaucoup plus de besoin d'espace et notamment des tests en extérieur et en terrasse. Et on doit tout faire pour faciliter justement l'exercice des restaurateurs et des bars en facilitant l'accès à ces terrasses. Donc d'une part par la gratuité ou la quasi-gratuité, et même au-delà de cette décision purement tarifaire qui peut être prise tout de suite puisque les textes seront polluants, au-delà de ça, il faudra également aussi comment on peut déroger, notamment pour ceux qui sont situés en PSNB. Normalement, ils peuvent déroger leur terrasse de leur façade, là où c'est possible. Je pense qu'ils voudraient pouvoir autoriser de manière exceptionnelle les différents bars et restaurants, avoir des terrasses plus grandes pour pouvoir essayer de retrouver leur capacité nominale d'accueil ultime. En ce qui concerne justement l'élargissement des terrasses, on est en discussion avec eux pour pouvoir les autoriser sans forcément avoir un coût financier derrière. Donc nous recevons l'ensemble des commerçants d'ici une quinzaine de jours et il y a des autorisations qui seront effectivement données sans compensation financière supplémentaire derrière. Nous y avons déjà travaillé là-dessus. Bon, je propose que nous votions. Je peux juste rajouter quelque chose qui était à la lumière. En fait, j'avais demandé au service savoir à peu près combien d'entreprises et commerçants étaient concernés par ces 3 premières délibérations. Et je crois, alors je n'ai pas les chiffres sous les yeux, je crois que c'est une dizaine d'entreprises, voilà, avec eux. Et donc je pense aux autres, avec qui, ma foi, aucune mesure précise n'a été envisagée pour eux. Et donc ça fait partie de mes nombreuses demandes que j'ai fait d'ailleurs en début de mandat et je trouve ça très regrettable. Vous pouvez
les amendements. Je propose, Et les amendements. oui, je propose donc une motion sur l'amendement de M. Lavis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? En ce qui concerne l'amendement de Mme Porquet, nous devons aussi procéder au vote. Donc, qui est contre cet amendement? Ça, c'est- Merci, Ron. Qui s'abstient? Et qui est pour? Voilà. Donc maintenant, il nous reste à procéder au vote sur la délibération, la deuxième délibération. Donc qui est contre cette délibération? Personne? Donc Qui s'abstient? S'abstient. Et qui est pour? À l'unanimité. Donc, nous allons avoir un effet évidemment de redite en ce qui concerne le troisième de la troisième délibération. Donc, qui concerne cette fois-ci les taxis, puisque cette profession a aussi été touchée, notamment par, je dirais, la baisse de faiblesse et la baisse des transports, notamment de la sanitaire, liés au confinement successif. Donc, nous proposons, je dirais, de la même façon, d'abaisser leur rémunération, leur redevance d'occupation du domaine public, à hauteur de 90% pour le deuxième trimestre 2021. Donc, je vous propose au Conseil municipal d'accorder cette remise partielle de la redevance d'occupation du domaine public pour les taxis à hauteur de 90% pour le deuxième trimestre 2021. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, je veux juste intervenir sur le troisième amendement que j'ai mis. Je souhaite que cette remise partielle soit accordée sur l'intégralité de l'année 2021. Je vous remercie. Donc, nous allons procéder au vote sur cet amendement. Qui est pour cet amendement? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, nous allons procéder maintenant au vote de cette troisième délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui vote pour? On va laisser lâcher. À l'unanimité, merci. Donc, nous allons passer au point de travaux concernant la commande publique, acquisition d'une balayeuse. Et je laisse la parole à Patrick François. Donc, un avis d'appel public à confiance a été lancé en date du 3 mars 2021 par publicité sur le profil acheteur, achatpublic.com, de Dauphiné-Libéré et sur le site internet de la commune. La date limite de la mise des prix a été fixée au 17 mars 2021. Cette consultation concernait l'acquisition d'une balayeuse d'une capacité de 2 mètres cubes. Suite à l'avis émis par la CAO, qui s'est réuni le 26 mars 2021, suite à une demande d'analyse complémentaire, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature du marché attribué à la société Euromoirie, Buchère Municipal SAS, 640 avenue Eugène Gazon à 60 300 Senlis pour un montant de 93 000 € hors taxe, soit 111 100 € TTC. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature du marché. Je voudrais
une petite précision, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, lors de la réunion de la commission d'appel d'offres pour l'ouverture d'études ce marché, il avait été question des options souhaitées par le service technique sur ce matériel. Est-ce que le choix proposé comporte ces options? Oui, tout à fait. Toutes les options ont été retenues. Je vous remercie. Donc, avec la reprise de la validation de l'ancienne validation à la hauteur de 500 €. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un vote? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. À l'unanimité, je vous remercie. Donc on passe au point urbanisme, patrimoine, au point 5, projet anciennes écuries, aménagement de commerce, plan de financement modificatif, et je laisse la parole à Pierre Sapor. Je vais vous lire cette délibération. Vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2020-062 du Conseil municipal du 13 octobre 2020 approuvant le projet d'aménagement de commerce dans l'espace intitulé Anciennes écuries du 19e siècle, 6 chemin de la Brèche, place de la Ruine, sur les parcelles cadastrées AP 339, 509, 510, 511, 512, 513, 514, propriété communale de superficie totale de 139 mètres carrés. Vu le volume de l'analyse structurelle de la falaise effectuée par le bureau d'études de GETEC le 5 mars 2021, vu le montant prévisionnel total du projet s'élevant désormais à 442 654 € hors taxe, dont 40 241 € de visiteurs, intégrant les travaux d'analyse de la roche surplombant le site, considérant il convient de modifier le plan de financement initial comme suit. Donc, les modifications portent sur l'étude structurelle de la falaise, donc au tableau précédent, c'est-à-dire 9 610 €, et qui porte en fait le plan de financement de la commune à 105 593 €, soit 23,85%. Pour un total de 442 654 €, comme il est figuré sur le tableau qui vous a été fourni. J'ajoute que ce plan de financement nouveau a été approuvé par la commission du patrimoine, du tourisme et l'urbanisme du 1er avril 2021. Considérant donc qu'il convient que le conseil municipal se prononce sur le projet de financement modifié, si vous souhaitez que nous en délibérions, les débats sont ouverts. Je vais intervenir juste pour rappeler notre soutien à ce projet, mais rappeler que ce soutien est toutefois conditionné au respect du plan de financement tel qu'il nous est présenté, même s'il est légèrement modifié par rapport à la dernière fois. Et d'autre part, nous souhaiterions avoir communication de l'étude structurelle de la falaise dès que vous disposerez de ces conclusions. Tout à fait. Mais le respect du plan de financement, effectivement, nous sommes engagés à faire ce projet dans la mesure où nous avions des subventions suffisantes. Et d'autre part, je pense qu'il n'y a aucun problème pour communiquer donc le résultat de l'étude qui sera voulu. Autre chose, oui. Oui, juste pour insister aussi sur la nécessité de redoubler de vigilance et de précaution. Il ne faut pas qu'on oublie les uns les autres que les anciens, ceux qui nous ont précédés, n'ont jamais construit sous le rocher, sous le mur d'enceinte, soit des habitations, soit des espaces pour accueillir du public. Ils ont construit des écuries. Ils avaient certaines raisons pour cela. Donc, ce que je souhaiterais, effectivement, comme l'a dit Dominique Allen, c'est que l'étude technique qui va concerner le rocher et le mur d'enceinte soit communiquée au conseil municipal de façon à ce qu'on porte ensemble donc le plus grand soin à la sécurité publique. Alors c'est bien que vous vous souciez de la sécurité publique, monsieur Lavis, je vous en félicite.
Juste pour préciser que ce dossier n'aura de subvention et sera approuvé par la préfecture que si la mise en sécurité de la falaise est bel et bien effectuée. Donc il y a un devis qui a été envoyé justement au service de la préfecture et suite à ce diagnostic-là, on aura uniquement l'aval de la préfecture. Sans la mise en sécurité, rien ne pourra se décider, ni si on le décide nous, ou peu importe, mais effectivement, il y a ce contrôle-là qui est obligatoire et c'est un chemin obligatoire pour pouvoir accéder donc, à ce dossier-là. Oui, alors j'ajouterais que historiquement, il ne s'est pas construit de maison à cet endroit-là aussi pour une autre raison, c'est que le Rhône était proche en fait. Il était même sous la roche à certains moments. Donc c'est à partir du 19e siècle, même de la deuxième partie plutôt du 19e siècle, que en fait, le Rhône, avec les aménagements qu'il a pu connaître, s'est retiré un peu plus loin et donc on a pu investir un peu dans cette partie de se développer à la place de la Rhône et effectivement, fin 19e, c'est ces écuries qui sont apparues. J'ajoute aussi qu'il n'y a pas que des écuries, il y a des habitations qui ont été construites à cette époque-là. Je n'ai pas la localisation exacte, je ne l'ai pas trouvée, ça, je ne sais pas si on la connaît sur les documents là-dessus, mais on a la construction à la fois d'écuries et d'habitations. Voilà, donc voilà, et puis bon, on a la présence sous la roche, comme ça, du café, l'ancien café de Paris, donc la maison qui fait l'angle, au 1 place de la Ruine, voilà, qui est là depuis longtemps, et on n'a pas de problème particulier, en tout cas de dommages dus à des chutes sur la falaise nord. Certains, c'est quelque chose qui est surveillé. Pardon ? Elle n'est pas directement accolée, mais enfin, bon, elle est quand même pour partie, le garage qui est à côté, et vraiment sous la roche. Hein. Il y a même. Oui, voilà. Et la maison est vraiment, elle n'est pas très loin. C'est-à-dire s'il y a des pierres qui se détachent, ils peuvent quand même tomber sur la maison. Voilà. De toute façon, comme le dit Mme le maire, tout cela est conditionné à l'exigence de sécurité que nous respectons. D'autres interventions ? On passe au vote. Donc, qui est contre ce plan de financement? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc nous passons au point 6, toujours on reste dans l'urbanisme au patrimoine, donc acquisition d'un garage, 1 place de la Ruine. Toujours Pierre Safran. Oui, donc nous sommes ici encore dans le même cadre, il s'agit d'un garage qui a été proposé à la vente suite au projet qui était élaboré concernant les garages déjà propriétés de la mairie. Donc le propriétaire a souhaité s'en défaire et je pense que c'est une excellente occasion de compléter le projet de départ. Pour l'instant, on ne sait pas encore qu'est-ce qui pourrait s'installer à l'intérieur de cet espace qui est assez grand, puisqu'il fait supérieur à 60 mètres carrés utilisables. Et il est possible, disons qu'il y a une hypothèse que nous formulons, il est possible que nous puissions mettre une supérette, quelque chose qui puisse être à la fois intéressant du point de vue touristique et également au service aux habitants, sachant qu'on n'a pas ce type d'équipement aussi proche du centre. Voilà. Mais bon, ça, je le dis, c'est un projet qui n'est pas encore complètement abouti, c'est un souhait. Donc, je vous dis pour les délibérations. Vu le CGCT, notamment les articles L21-29 et L22-41-1 suivants, considérant la proposition de vente à la commune par M. Grégory Boucher, une partie de la parcelle cadastrée appelée 127-6-1 place de la Ruine, aux superficies de 117 mètres carrés au prix de 7 000 €. Parce qu'effectivement, il y a une partie de la parcelle est divisée en deux, donc la partie garage est détachée en fait de l'ensemble. Considérant que l'acquisition d'une partie de cette parcelle présente un intérêt pour la commune dans la continuité du projet d'aménagement du commerce dans les anciennes écuries du XIXe siècle, approuvé par délibération du conseil municipal numéro
20-20-062 du 13 octobre 2020, considérant que l'avis des services des missions domaniales de la DGFIP n'est pas nécessaire pour un montant inférieur à 180 000 €, considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, vu l'avis favorable de la Commission d'urbanisme, de patrimoine et de tourisme en date du 1er avril 2021, donc je vous invite à délibérer avant de vous inviter à voter sur cette proposition. Oui, nous approuvons cette acquisition. Cette acquisition va permettre une cohérence d'aménagement avec le rapport à la précédente délibération. Mais je souhaiterais connaître par ailleurs votre projet pour les garages villages qui font face à cet ensemble qui va être aménagé. J'avais initié donc un projet de démolition, reconstruction de ces garages pour en faire des boutiques éphémères en saison estivale. Pourquoi boutiques éphémères? Parce que nous sommes considérés à ce lieu, proximité pourtant du rocher, en zone dite à grand débit, qui interdit donc de faire autrement. Et quelle est votre position donc, sur le devenir de ce bien immobilier qui viendrait conforter un ensemble de la table? Tout à fait. Je crois qu'il faut voir l'ensemble de la place à cet endroit-là, sud. Il faut également les accès, donc c'est pour ça que nous avons aussi acheté donc, un premier garage et que nous ambitionnons d'acheter les autres sur une zone qui pourrait permettre d'accéder à l'arrière. Donc c'est vraiment un aménagement d'ensemble que nous envisageons. Quant à la destinée de la maison Villard et des garages, il n'est pour l'instant pas arrêté. Les obstacles à son utilisation dont vous faites état sont parfaitement justes. Et ça ne nous a pas permis pour l'instant de déboucher sur un projet précis concernant la maison. Les orientations qui ont été choisies par le groupe majoritaire concernant cette zone-là sont effectivement des orientations du type de commerce éphémère, dans la mesure où le PRI empêche de faire autre chose. Effectivement, on y travaille dessus parce que c'est d'une cohérence absolue de traiter les écuries et de traiter la maison Villard aussi, ces garages et cette maison qui est un peu à l'abandon. Et ça nous permettrait de traiter toute la place, une bonne partie de la place de la Robine, et ça impulserait aussi, que ce soit pour le tourisme ou même que pour les habitants, d'avoir quelque chose de plus cohérent à ce niveau-là. Alors effectivement, on travaille aussi avec l'ADF parce que la démolition, il n'était pas trop court, mais bon, on y travaille, on espère qu'on va pouvoir tomber sur un consensus et faire quelque chose de sympa sur cette place. D'autres interventions? Non? Je vous propose de passer au vote. Je termine quand même de lire la délibération, parce que je l'ai pas lu. Celle qui dit que nous autorisons l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrale S127 pour une superficie de 117 m² appartenant à M. Grégory Boucher pour un montant de 7 000 €, et dit que les frais de géométrie d'acte seront à charge de la commune, autorisant Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette opération. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc on passe au point 7, mise en œuvre d'une opération façade dans le périmètre du site patrimonial remarquable, et je laisse toujours la parole à Christophe. Oui. Donc, en fait, dans un effort de valorisation du patrimoine et de redynamisation du centre-ville, nous avons pensé à mettre sur pied, suite aux demandes assez fréquentes finalement d'un certain nombre d'habitants, en place une opération façade. Une telle opération est déjà envisagée dans le cadre de l'opération de l'OVH, en fait, qui devrait aboutir en fin d'année ou en début d'année prochaine au niveau de la communauté de communes. Cependant, ça donne quand même un délai d'1 an avant de pouvoir répondre aux demandes des habitants, d'une part,
et d'autre part, l'OPA est soumise à conditions de recherche. Or, comme vous verrez dans la délibération, nous avons choisi de ne pas tenir compte de ce critère de ressources de manière à avoir un caractère incitatif dans cette mesure qui soit plus important. Donc, j'oublie la délibération. Mise en œuvre d'une opération de façade dans le périmètre du site patrimonial remarquable. Vu que dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine et de redynamisation de son centre-ville, la commune soutient une démarche de rénovation des façades et souhaite proposer un dispositif d'aide financière aux propriétaires afin de les inciter à réaliser des travaux de préservation et d'embellissement de leurs biens. Considérant que la commune souhaite apporter son concours aux travaux des propriétaires occupants et bailleurs, vu l'avis favorable de la Commission organisée du patrimoine tourisme en date du 1er avril 2021, donc nous allons délibérer autour de la décision de lancer une opération de façade dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune, la participation financière de la commune au projet de travaux de rénovation de façade tel qu'elle est proposée, et également de changement de menuiserie, travaux de zinguerie, doit se trouver proposé selon les modalités ci-dessous. Rénovation de façade, 10% du montant des travaux hors taxes plafonné à 1 500 €. Changement de menuiserie, 10% du montant des travaux hors taxes plafonné à 1 000 €. Travaux de façade et menuiserie, 20% du montant des travaux hors taxes pour les façades plafonné à 1 800 € et 20% du montant des travaux hors taxes pour les menuiseries plafonné à 1 200 €. Et travaux de zinguerie à 5 € hors taxes le mètre linéaire. Décide donc d'affecter une enveloppe financière pour l'année 2021 de 15 000 € pour cette opération et d'approuver également le règlement citoyen qui vous a été communiqué en pièce annexe et autorise Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. Voilà, donc si vous avez des questions relativement à cette proposition d'opération de façade, écoutez, moi, je voulais juste te dire que c'est une très belle initiative, d'autant plus que j'avais, moi, pendant la campagne municipale aussi, parlé de ce genre de projet, en fait. Donc, je suis tout à fait en phase avec ça. C'est une très belle initiative par vous. Donc, bien sûr, je voterai cette délibération. Et voilà, c'est ce genre de choses qui manquaient depuis des années. Donc, voilà. Bien. Merci. J'ajoute d'ailleurs que relativement à l'OPA qui maintenant je vais analyser, cette opération ça permettra d'évaluer les réponses qui seront celles des livres à part, des propositions, et d'ajuster par la suite le dispositif dans le cadre de l'OPA et aussi en complément de l'OPA. Oui, et ce qui est bien dans cette délibération aussi, c'est que cette aide n'est pas soumise aux revenus. Tout à fait, c'est ça c'est bien parce qu'il y a tellement d'aides qui sont données et il faut toujours rentrer dans des cases. Et malheureusement, ceux qui sont les plus oubliés, c'est les classes moyennes généralement, parce que ça rentre dans une case. Ils sont le plus souvent oubliés des petites monnaies, donc voilà, sur ça aussi c'est très bien. Et on voulait aussi simplifier la démarche administrative aussi pour. Parce que bien souvent, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de montage de dossier. Donc le fait que ce soit la commune qui mène cette aide-là, ça va permettre justement aux gens de passer en direct et ça sera beaucoup plus facile pour eux. D'autres questions, commentaires? On passe au vote? Non, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. On passe au point 8, concession à long terme de stationnement sur le domaine communal. Et la parole à nouveau à Pierre Sapor. Donc là, en fait, nous reprenons finalement une promesse qui avait été faite par la municipalité précédente relativement donc, à un opérateur qui a mis sur le marché des logements et le fait de créer des logements oblige à mettre à disposition des places de stationnement.
Et donc, bon, c'est une question assez difficile de trouver des places de stationnement quand on crée des logements dans le centre ancien. Par conséquent, il y a eu une délibération qui a été prise historiquement, donc il y a tout le rappel que je vais vous faire de l'historique qui permet de comprendre en fait notre démarche actuelle. Donc la structure urbaine de Villiers, notamment son historique permettant difficilement la réalisation de projets d'aménagement mobilier au regard des places de stationnement qui peuvent être aménagées, le conseil municipal avait approuvé par délibération numéro 2017-117 du 20 novembre 2017 un contrat de concession type de stationnement sur le domaine communal. Ainsi, les pétitionnaires concernés par les projets d'aménagement doivent respecter la réglementation et, s'ils ne peuvent réaliser à la parcelle les places de stationnement nécessaires à leur projet, ce qui est le cas doivent justifier d'une concession à long terme pour le nombre d'emplacements imposés correspondant à l'augmentation du nombre de logements dans les immeubles existants, en raison d'une transformation ou division. Selon le Conseil d'État, donc le Conseil d'État, 8 décembre 2000, Paris, requête numéro 200 de 766, l'engagement de location doit être au minimum de 15 ans. Donc en 2017, il avait été proposé au Conseil municipal d'autoriser la délivrance de concessions à long terme de stationnement sous le domaine privé communal, par ailleurs actuellement occupé avec, enfin à l'époque, avec un maximum de 12 places sur 32 disponibles au parking du Creux et 20 places sur 25 disponibles au parking du Château-Lieu. Le bénéficiaire de la concession est autorisé à installer une barrière de parking articulée afin de réserver l'utilisation de la place concession. Il avait été proposé donc de fixer à 20 ans pour durée des concessions. À 4 800 € le prix des concessions sur cette durée, prix indexé sur l'indice de révision des loyers, valeur de référence fixée à la valeur de l'indice trimestre 2017. Et d'autoriser également le paiement échelonné à la demande du pétitionnaire à raison d'un montant annuel de 1/20 du montant de la concession, ce montant étant révisé chaque année, donc en fonction de l'indice de révision des loyers. Autoriser le maire également, d'autoriser le maire à l'époque à délivrer les concessions en fonction des demandes dans la limite des emplacements disponibles. Et il avait été précisé que la délivrance d'une concession n'était pas réservée pour les projets d'aménagement immobilier qui pouvaient être également sollicités par tout propriétaire d'un bien immobilier. Ensuite, le conseil municipal du 25 février 2019 avait apporté quelques modifications mineures sur le contrat de concession type de stationnement, à savoir déterminer la date de prise d'effet de la concession au regard des délais d'aménagement et de construction et fixer précisément la date retenue pour le calcul de la révision du tarif. Également apporter des précisions complémentaires au titre des responsabilités liées au contrat. Donc aujourd'hui, nous proposons 8 places de parking qui sont situées avenue Lamarck et nous proposons également par l'occasion de réactualiser le montant de la redevance. Vous avez les plans pour besoin qui permettent de visualiser en fait les emplacements. Donc nous avons choisi des emplacements qui ne sont pas directement sur le parking Lyon. En fait, il s'agit de logements qui ont été créés proches de la caisse d'épargne et avec des places attribuées au parking du Creux. Et il avait été entendu oralement, en tout cas à l'époque, que à partir du moment où le parking Lyon entrerait en fonction, les places pourraient être déplacées, en quelque sorte, sur ce parking Lyon. Alors, vu la configuration du parking, nous avons préféré mettre les places en fait sur le côté, sur l'avenue Lamarck. Voilà. Mais on est extrêmement proche du parking Lyon. Ça laisse quand même un certain nombre de places de chaque côté qui sont disponibles pour les stationnements, en particulier de visiteurs qui viendraient voir les gens dans la zone pavillonnaire qui se trouvent sur place. Voilà, donc c'est la solution la plus simple que nous avons trouvée par rapport à la problématique qui nous était soumise. Voilà. Donc, je vous propose de lire le projet de délibération qui autorise la commune à assigner des concessions de stationnement à long terme dans le parc privé communal assurant de 8 places de parking situées à Lamarck, fixe la durée de la concession à 20 ans, fixe le montant de la concession à 7 940 € 04, qui monte la valeur au 4e trimestre 2020, dit que le montant de la
concession sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice de révision des loyers, valeur donc 130,52 pour le 4e trimestre 2020, à la date de signature du contrat de concession. Dit que le montant de la concession pourra être versé en une fois à la signature ou annuellement, et dit également qu'en cas de versement annuel, le montant annuel sera indexé sur l'indice de révision des loyers, en autorisant Madame le maire ou son représentant à signer les contrats de concession et à inscrire la recette correspondante au budget principal. Y a-t-il des questions? Moi. Alors, je vais voter cette délibération, mais je me souviens avoir lourdement critiqué cette délibération en 2017 et je vais la critiquer pour les mêmes raisons. D'abord, pour moi, ça crée une inflation mécanique des loyers, c'est clair. Parce que dans ce système, en fait, vous avez des investisseurs privés qui privatisent une partie du domaine public et ne rêvez pas, l'investisseur qui fera du locatif va refacturer les 20 € par mois, va les refacturer aux locataires. Donc déjà, je ne trouve pas que c'est une bonne chose pour Olivier. À l'époque, j'avais parlé de justice sociale, c'est pareil. Parce que vous pouvez avoir un modeste propriétaire qui pourrait acheter une place, mais il n'a pas les moyens, parce que ça fait 20 € par mois. Et il se retrouve, lui, devoir se garer plus loin de son propre domicile. Donc il s'éloigne géographiquement de son habitation. Bon, je trouve ça moyen. Il y avait une autre chose que j'avais souligné à l'époque, c'est que si vous attribuez des places, vous ne pouvez pas forcer ces propriétaires, entre parenthèses, à se garer sur ces places. Donc vous pouvez vous retrouver avec des places publiques qui sont devenues privées, qui sont vides, et le locataire, le propriétaire, c'est parce que garer lui au plus proche de chez lui. Donc finalement, vous avez un parking public qui est moindre et des places publiques devenues privées vides. Là, c'est pareil. Ok. Je trouve qu'on vient de mettre 1 200 000 € dans un parking et on va devoir céder des places. Un peu bizarre aussi. Il y a toute une injustice aussi qui se crée au niveau des nouveaux logements. Parce que quelque part, si vous créez un nouveau logement, sans le déclarer, vous n'êtes pas ennuyé. Si à un moment donné, vous êtes un honnête citoyen, vous dites, ben voilà, pour Olivier, c'est bien, je vais faire 3 nouveaux logements, on va vous dire, ouais, mais il faut acheter des parkings, des places privées. Là aussi, à l'époque, j'étais vraiment choqué par cette délibération, et on avait dit que c'était une loi, finalement, c'était une loi nationale, je crois que Pierre peut le confirmer, peut-être, qui nous était imposée. C'est ça, Pierre? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est vraiment une loi complètement stupide, mais à outrance. Et je me disais, alors est-ce qu'on peut le regarder, ou est-ce qu'à l'époque on l'a fait, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de céder des places dites aux donneurs, c'est-à-dire à 1 € à l'année, où finalement vous prenez un champ, vous divisez ça en 50 places, et il y a quelqu'un qui est à la place 2, il a donné 1 € à l'année ou 20 €, et bien en fait, vous voyez, ces places sont vendues 10 fois, avec fois, on s'en fout. Mais puisque c'est une loi qui s'impose à nous, mais qui va contre l'intérêt du village, parce que ça ne peut pas fonctionner. Vous imaginez à un moment donné, si on fait un très bon boulot, vous avez un investisseur, il rachète un immeuble, il vous demande 3 places, et puis 4, et puis 6, et puis 8, et puis 10. Les propriétaires aussi des centres-villes, à l'époque, Christian Lavis avait accepté que les propriétaires actuels puissent acheter aussi une place pour justement pallier cette injustice qu'elle est créée. On va se retrouver avec un domaine public qui va s'étioler complètement. On va laisser toute une partie de la population qui n'a pas les moyens en fait, de ne pas pouvoir se garer, quoi. Ce qui me gêne le plus dans tout ça, quoi. Voilà. Donc je pense que ça mériterait de rentrer dans le détail des textes pour voir si on ne peut pas, je le dis au effort, contourner cette loi complètement absurde. Voilà. Mais je vais la voter quand même, mais elle reste à moins absurde. Effectivement, Denis, suite à ton intervention, on ne peut qu'approuver, mais tout comme ça s'est passé sur l'ancienne municipalité et nous aujourd'hui, c'est une obligation qui nous est faite et on est obligé de l'exécuter. Donc, bon, là on va passer au vote parce que il y a ces logements qui viennent de se créer. Mais effectivement, si le domaine public, en plus au prix
prix où ça nous a coûté, on continue à morceler, ça va être très compliqué. Hein. Mais pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Ouais. Je te coupe, mais juridiquement, il faudrait regarder qu'est-ce qu'une place. Oui. Qu'est-ce que la définition d'une place de parking? Ouais. C'est tout. Non, mais c'est sûr. Alors après, effectivement, quand tu vois cette somme de 4800, c'est ça? Oui. Quelque chose comme ça. 4800, mais c'est pour 20 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est beaucoup et peu à la fois aussi. Et c'est pas avec ce qu'on va vendre. Il va peut-être nous manquer, nous, par la suite, ce problème de parking. Mais c'est pas avec ces 4800 € sur 20 ans qu'on va devenir riche. Hein, donc, c'est pas le débat. Non, mais c'est sûr, c'est ce que je te dis. Après il est clair que là, pour l'instant, on est dans l'obligation. Alors, si tu veux, au point de vue juridique, on peut essayer de se faire assister. Après, je suppose que de toute façon, Monsieur Lavis, vous aviez déjà regardé, vous, quand ça vous a été imposé en 2017. Hein. Oui. Donc, on regardera ça, mais à nouveau, hein, je veux bien remettre ça sur la table, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, on est un peu coincé, quoi. Ok. Ouais, je peux rajouter quelque chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, je voulais juste rajouter que je rejoins ce que dit Denis Ranchon, et qui plus est, je pense que ce texte de loi est uniquement pour... non, n'est pas uniquement, pardon. Vous parlez du centre-ville, mais ça s'étend aussi sur la périphérie, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu'admettons qu'un Parisien ou un Lyonnais, je dirais comme des Parisiens ou des Lyonnais, mais quelqu'un d'extérieur achète une vieille ferme qui en fait 4 ou 6 appartements, les parkings, ils vont être obligés d'être faits où? Au centre-ville ou sur place ici en périphérie? C'est sur place en fait. Là, le problème se pose parce qu'on a fait la chose de terrains qui sont associés. C'est un centre-ville. Voilà, le problème se pose au centre-ville, mais en dehors, le problème n'existe pas réellement. Donc à partir du moment où même il n'y a pas d'obligation de louer comme ça dans une concession sur un an, si un propriétaire crée un logement et trouve un stationnement par moyen qui conviendra à proximité, c'est-à-dire dans une zone de moins de 700 mètres en fait, voilà, c'est accepté, il n'y a pas besoin de passer par ce système de concession. Oui, mais ça je comprends bien, le problème qui se passe, c'est par rapport aux 4800 € donc à les acquitter lors de l'achat. Alors, soit 4800 € lors de l'achat, soit, donc si on le paye annuellement, 240 €, soit 20 € par mois. Bon, c'est pas, en général, effectivement, c'est reporté sur le loyer du locataire, ça n'est pas non plus une charge si importante que ça. L'esprit de la loi, en fait, c'est aussi de responsabiliser les propriétaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée des logements en quantité dans un centre ancien, voilà, il faut aussi penser aux véhicules qui sont à gérer et que cela ne retombe pas entièrement sur la collectivité. Là, on peut dire quand même que quand il s'agit de créer des places de parking où le coût du parking million, c'est bien au-delà de 800 € par place. Hein. Donc la collectivité, c'est déjà un effort. Mais il y a aussi des responsabilisations des propriétaires. Dans l'esprit de la loi, Même si c'est normal, effectivement, lorsque le bâtiment se vend et qu'il n'y a qu'un seul propriétaire et qu'on fait 4 appartements et que donc, les places de parking se multiplient par 4, puisque ça devient 4 familles différentes. Donc c'est le risque que l'on encourt, c'est clair. Ce qui veut dire que celui qui va racheter l'hôpital, si le promoteur est en face des appartements, il n'est pas arrivé. Hein. On va pouvoir vendre le parking Guillaume. Je pense que là, on va pouvoir négocier quand même. il y a des dérogations quand même pour le logement social. Je crois que celui qui rachètera l'hôpital aura les moyens d'aménager sur place des garages. Je le pense moi aussi. Bon, Pierre, on passe au vote. Ouais. Si vous avez fini de débattre, je vous propose de voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Donc, on va passer au dernier point qui, sur les
humaines. Donc, considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour effectuer la surveillance des bassins pendant les saisons estivales, donc je propose à l'Assemblée la création d'un poste saisonnier pour assurer le bon fonctionnement de la piscine municipale au cours des saisons estivales, à savoir un poste de maître nageur sauveteur titulaire du BE SAN, donc à un temps complet. Considérant qu'une dérogation sera sollicitée auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports, dans le cas où la commune se verrait dans l'obligation de recruter un agent titulaire du BNSSA à défaut de candidature d'agent titulaire du BE-SAD. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la création d'un poste précité, dit que la rémunération sera calculée en fonction des diplômes détenus sur la base suivante: entre le 5e et le 10e échelon en fonction de l'expérience professionnelle du grade des étapes principales de première classe pour l'agent titulaire du BE-SAD, entre le 5e et le 10e échelon en fonction de l'expérience professionnelle du cadre des étapes pour un agent titulaire du BNSSA. Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches administratives correspondantes, dit que cette dépense sera imputée sur le chapitre 12, dépenses de personnel du budget principal. Donc, qui est contre? S'il vous plaît, je souhaite intervenir avant le vote. Oui. Madame Porquet était en train d'intervenir. Ah, merci. Merci, Madame. En fait, je voulais deux petites questions, parce que vous dites dans votre délibération que vous créez ce poste pour les saisons estivales. Oui. Donc déjà, vous arrivez à vous projeter, c'est très bien, il y a pas beaucoup qui arrive. Premièrement, et deuxièmement, en raison de l'extension des horaires d'ouverture. Oui, je peux s'entendre, mais je vois qu'il y a déjà un poste à temps non complet, et vous voulez en prendre un autre à temps complet. Pourquoi ne pas justement prendre le poste que l'on a déjà non complet, le faire passer en complet, quoi? Parce qu'il y a des horaires de repos à respecter. Donc, comme la piscine sera ouverte du lundi au dimanche, donc il y a des plages horaires où la personne ne peut pas être présente du lundi au dimanche. Donc, vous avez... Et si jamais donc, cette déclaration est validée et que les piscines ne peuvent pas rouvrir d'ici, comment ça se passe? De toute façon, c'est un contrat et ça sera la condition sine qua non. Il y a la création du poste. Oui, il va y avoir la création du poste. Donc nous allons partir en recrutement. Nous espérons quand même qu'on va pouvoir ouvrir la piscine au mois de juin. Si on n'ouvre pas la piscine au mois de juin, donc cette candidature devient caduque. Donc la personne qui va être recrutée, ce sera sous condition que la piscine puisse ouvrir. On ne va pas le garder et lui faire du jardinage. D'accord. Très bien. Il faut que ça soit très difficile. Non, mais, il faut quand même qu'on puisse se projeter. Parce que si on sort et qu'on ouvre la piscine au mois de juin, si on ne commence pas à recruter maintenant, au mois de juin, on n'aura personne. Moi, je trouve que vous avez des décisions un petit peu sélectives pour les commerçants tout à l'heure. Je parlais justement de se projeter, etc., de refuser les abonnements. Et là, pour la piscine, je peux entendre aussi, vous me parlez de se projeter. Mais Madame Porquier, un recrutement, je pense que vous ne pouvez pas trouver justement 2 agents comme ça à la piscine du jour au lendemain. On ne trouve pas ça sous le pied d'un cheval. Donc un recrutement, ça n'a rien à voir avec justement, je sais que vous n'êtes pas pour la piscine, mais bon, je veux dire, un recrutement, ça n'a absolument rien à voir avec justement une levée de taxes sur le domaine public. Donc ça, nous avons le temps, mais pour la piscine, on est obligé d'anticiper et pour les écoles et pour cet été. Je vous remercie pour les explications. Madame, c'est pour y éviter de parler pour moi, ça m'a arrangé. Je ne suis pas contre la piscine. Ou alors réécouter mes interventions. Je pense que voilà, vous êtes peut-être du mal entendre. C'est pas grave, ça ne sera pas la première fois. D'accord. Monsieur Alain. Oui, merci. Alors, déjà, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres collègues qui sont en visioconférence, mais alors, Madame la maire, quand vous parlez, on vous entend vraiment très très bien. Pour les autres, c'est très compliqué de suivre les débats et j'espère qu'on est dans ce type de fonctionnement au titre de l'exception et ce n'est pas quelque chose qui va devenir régulier. Les séances à l'espace de jeunes et l'idée sont quand même beaucoup plus faciles à suivre. Ceci étant dit,
nous regrettons que cette délibération soit présentée sans information sur les perspectives de prise de la compétence piscine par la communauté de communes Dragueur, parce que vous avez effectivement indiqué avoir sollicité la présidente de la communauté de communes à ce sujet. Nous rejoignons sur l'intérêt de cette prise de compétence intercommunale, mais il nous paraît problématique d'augmenter les dépenses de fonctionnement avec la création d'un troisième poste à temps plein de maître nageur. Parce que si le transfert de compétences venait à être accepté, ce que nous espérons, cela pèsera alors sur la diminution d'attribution de compensation que perçoit la commune au titre du transfert des charges. Il serait donc plus raisonnable d'attendre d'abord la réponse de l'intercommunalité avant d'engager de nouvelles dépenses de fonctionnement supplémentaires et de différer ces recrutements après la décision de l'intercommunalité. Alors, comme vous le savez, M. Alec, la prise de position sur la piscine qui passe en intercommunalité ne peut pas se faire du jour au lendemain, comme ça, on y travaille. Je sais qu'on en a parlé encore cet après-midi, puisque j'étais en réunion avec M. le préfet, et le sujet de la piscine a été une nouvelle fois abordé. Et effectivement, j'aimerais bien avoir une réponse maintenant un peu plus rapide de la part de la communauté de communes. C'est un sujet qui n'est pas passé à la trappe. Effectivement, nous attendons la décision et la position. Mais là, c'est pareil, s'il n'y a pas de décision qui est prise d'ici le mois de juin, nous ne pourrons pas ouvrir la piscine. Alors, il faut quand même qu'on reste logique jusqu'au bout du raisonnement. On a lancé des travaux de mise en sécurité pour pouvoir ouvrir la piscine cet été. On se bat pour qu'elle passe en tant qu'intercommunale. Maintenant, si on fait des travaux et qu'on n'a pas de maître nageur, et vous savez très bien que c'est très compliqué d'obtenir un maître nageur comme ça, déjà pour une commune, la commune de Villiers, je veux dire, ça ne sert à rien d'engager des travaux, ça ne sert à rien d'avoir fait un diagnostic et autres, et ça ne sert à rien de vouloir se battre pour la piscine. Donc là, on est dans l'obligation de faire ça, parce que si on arrive à ouvrir cette piscine pour le mois de juin, ce sont les scolaires qui vont bénéficier, ce sont les familles cet été. Donc, je comprends très bien que c'est un point d'interrogation et une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, y compris pour les financements à venir pour le dossier de cette piscine, parce qu'effectivement, injecter de l'argent si après elle passe en intercommunalité, donc on va un peu peut-être aussi attendre, sauf sur tout ce qui est urgent, c'est-à-dire les travaux de mise en sécurité pour ouvrir ce mois de juin et pour le recrutement de maîtres nageurs. Faute de quoi, on n'ouvrira pas non plus la piscine cet été. Oui, mais il s'agit là d'un troisième poste. On a déjà, avec un maître nageur et un BNSSA, on ouvrait la piscine jusqu'à présent sans problème. Oui. Le troisième poste, c'est pour une augmentation du service qui peut être tout à fait louable, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est augmenter les services avant le transfert de compétences. Ça veut dire que c'est la commune de Villiers qui va supporter ad vitam aeternam le surcoût de ce service supplémentaire une fois que la compétence sera transférée. Alors que augmenter le service après le transfert de compétences, c'est la communauté de communes qui prend en charge ce nouveau service. Donc c'est là-dessus que ça va être. Ça, c'est toute une question de négociation, M. Alain. Donc là, c'est uniquement une embauche pour la période à venir, la période estivale à venir. Donc pour l'instant, nous ne savons pas quand le transfert se fera, en espérant qu'il se fasse. Voilà, c'est uniquement tout le mal que vous se souhaitez. De toute façon, ça ne se fera pas à la rentrée. Donc je passe au vote. Qui est contre? Contre. 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 Qui s'abstient? Je m'abstiens. Et qui est pour? Denis? Denis Ranchot. Ah, on l'a perdu? On ne voit pas, M. Ranchot. Denis? Bon. C'est bon? Donc,
Merci Madame la maire. Alors, lors du conseil municipal du 15 septembre 2020, Dominique Alec avait interrogé M. Patrick François sur l'avancement du déploiement de la fibre. Celui-ci avait alors répondu qu'il devait participer à une réunion et pourrait alors en dire plus. Ce sujet n'ayant pas été évoqué depuis, nous revenons vers vous afin de connaître les prochaines étapes du déploiement et la date d'accès aux offres de services des opérateurs. Par ailleurs, nous avons lu dans la presse que les 900 foyers du secteur sauvegardé seraient exclus de cette phase de déploiement en cours. Nous sommes surpris de cette annonce de M. Soulignac, vice-président du syndicat Ardèche-Rambouillet. Didier n'est pas la seule commune concernée par les périmètres de protection. Avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, comment ADN a-t-il pu ne pas anticiper cette problématique et découvrir dans cette dernière phase du déploiement l'opposition de l'ABF? Je vous remercie. Antoine, je vais rassurer tous les Libanais, donc les cantons ont débuté déjà depuis une quinzaine de jours. Donc le déploiement de la fibre optique réalisé par Action et Bouygues est en cours. Donc il est piloté par le syndicat mixte ADN au département, la région et l'intercommunalité du territoire, avec le soutien de l'État et de l'Europe. Donc les travaux ont démarré le 5 avril dernier. Les travaux de câblage en aérien vont démarrer en mai et se terminer en octobre. Parce qu'on entend tellement avec les langues, vous êtes en pleine langue, M. François, donc ça résonne. Je suis trompé? Non, c'est parce que vous êtes dans l'angle de la pièce, ça renvoie les sons bizarroïdes. Donc c'est pas grave, j'ai compris le mais et je dis encore, c'est ça? Désolé. Oui, c'est ça, oui. Donc je continue. Excusez-moi l'interruption, continuez. Les travaux de câblage en aérien vont démarrer donc en mai et se terminent en automne. Donc en avril, les poteaux inadaptés au nouveau réseau ont été remplacés, les faubourgs endommagés réparés, les tranchées creusées avec une phase d'étude cartographiant les sites à raccorder, identifiant les infrastructures devant servir de support. Donc ADN livrera ensuite le réseau construit à des teams FTTH exploitant le réseau public. Les premières mises en service sont prévues fin décembre. Donc les travaux normalement sont prévus fin octobre, les travaux de fin, donc fin octobre, et la commercialisation au mois de décembre. Donc après un délai quand même de 3 mois, permettant aux fournisseurs d'accès à Internet d'activer leur offre. Quant au centre-ville, l'approche du centre-ville, c'est vrai que M. Villers a émis un avis favorable pour que l'on puisse, pour qu'on puisse passer des câbles sur les façades. Voilà. Donc, malheureusement, ça va impacter 900 foyers au centre-ville. D'autant plus qu'il y en a quelques-uns aussi sur le pont de Robinet et au hameau de Bagne qui ne pourront pas être reliés compte tenu des contraintes technico-commerciales, économiques plutôt. Ils peuvent s'orienter vers l'offre satellite, donc sur la 5G, nouvelle génération de Nordnet avec une aide financière pour la région et le département. Par contre, je vais passer la parole à Pierre Safford qui pourra en dire plus au niveau de la déclaration de M. Soulignac. Merci Patrick. Donc, concernant l'ex-secteur sauvegardé, c'est patrimonial remarquable. En fait, il y a bien effectivement un périmètre de protection, mais il est avec un PSMV, un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et c'est donc un règlement d'urbanisme qui s'applique, c'est une protection particulière. On n'est pas dans le cas de proximité d'un monument historique, par exemple, où l'ABF peut donner un avis avec quand même une latitude assez large. Là, il est là pour appliquer simplement le règlement. Et sur ce cas particulier, le règlement est très clair, c'est-à-dire que le passage des câbles en façade n'est pas autorisé, et ce qui est prescrit, c'est l'enfouissement des réseaux. Donc, selon toute vraisemblance, l'opérateur devra procéder à cet enfouissement. Et actuellement, donc, la commune réfléchit à la possibilité d'enterrer progressivement les réseaux aériens qui subsistent
dans le centre ancien en même temps que donc, cet enrichissement actuel. Peut-il dire quelque chose, Martine, à ce sujet? Alors je voulais rajouter, puisque cet après-midi j'ai reçu monsieur le préfet, et effectivement le dossier de l'ADN est arrivé sur la table, parce qu'il est inconcevable, et je pèse mes mots, de laisser 900 foyers sous prétexte qu'on est un secteur sauvegardé, même avec le PSMV, donc que nous ne remettons pas du tout en cause. Mais ADN, quand même, était bien au courant, bien en amont du secteur sauvegardé et des difficultés de la commune de Viviers. Complètement exclure 900 foyers de la commune de la fibre, c'est inconcevable. Donc, monsieur le préfet m'a rejoint exactement avec du même avis que moi. Nous allons organiser une réunion en préfecture avec monsieur le préfet, ADN et tous les acteurs dans ce dossier pour trouver une solution. Alors, il y a monsieur Hervé Solignac qui a dit qu'il apportait toute son aide dans ce dossier. J'aimerais bien savoir quelles sont les aides et surtout qui va payer. Parce que si c'est à la commune d'ouvrir encore les routes, et alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir intervenir dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, si en plus on doit détruire ce qui n'a pas besoin d'être fait ou refait, donc je veux dire, on ne va jamais s'en sortir. Donc il faut quand même que chacun prenne ses responsabilités et ADN devra trouver une solution puisqu'effectivement, dans le cadre du secteur sauvegardé, on n'aura pas le droit de rajouter des lignes aériennes aux lignes téléphoniques, etc. pour la fibre, mais il est hors de question que 900 foyers ne soient pas reliés, qu'il n'y ait pas la fibre qui arrive. Alors déjà qu'on a des difficultés ravitaillées par les corbeaux ici pour pouvoir passer le coup de fil, donc je trouverais ça quand même un peu scandaleux. Et il faut se mettre autour de la table tout de suite parce que les informations que vous avez apprises dans le journal, on les a eues nous en conseil communautaire, et d'ailleurs M. Lamis donc, en fait partie, du 25 mars dernier. Donc c'est tout nouveau. On a eu toutes ces infos lors de ce conseil communautaire. C'est pour ça qu'il faut réagir tout de suite parce que on va commencer les travaux. Ils ont commencé d'ailleurs les travaux comme l'a indiqué Patrick François. Et après, s'il y a des difficultés et qu'on ne règle pas le problème financier aussi tout de suite, ça va partir vers Saint-Montan, ça va faire le tour des communes et peut-être qu'on reviendra ou pas à Viviers. Donc on ne va pas attendre encore 10 ans ou 15 ans pour avoir les 900 foyers reliés. Donc ça c'est un dossier où on vous tiendra informé régulièrement, puisque là normalement on devrait avoir une réunion en préfecture d'ici une quinzaine de jours. Très bien, je vous remercie madame le maire. Oui, madame la Ministre. Oui. Juste nous pour aborder la politique, mais je pointe aussi du doigt la responsabilité d'ADN et de ses responsables, si vous voulez, dans cette affaire-là, qui sont complètement déconnectés du terrain. Vous ne pouvez pas ignorer. Mais c'est ce que je viens de dire, monsieur Lamis. C'est ce que je venais de dire à juste titre. Et dans notre argumentaire, madame Mattei, vous pouvez aussi rajouter que lorsqu'ADN veut voir, pour qu'il s'agisse de la construction du local technique, nous avons immédiatement donné le terrain et suivi l'accélération des formalités pour la délivrance du permis de construire. Ce local technique est efficient. Cela fait 2 ans que le démarrage de la porte à la fibre aurait dû démarrer. C'était les promesses qui ont été faites. Elles n'ont pas été tenues. S'agissant de la commune, vous pouvez dire, avec la plus grande fermeté, monsieur le préfet, la commune a fait ce qui lui revenait de faire. Oui, mais justement, monsieur le préfet donc, était très bien au courant du dossier et il était exactement du même avis que nous, hein, et il est hors de question, il faut que chacun prenne ses responsabilités dans ce dossier. Parce que quand il va y avoir 900 foyers qui ne vont pas être reliés, c'est pas ADN qui va avoir des problèmes, hein, ils vont tous débouler ici en mairie. Donc il va bien falloir que chacun puisse
règlement de qui a fait le travail ou qui ne l'a pas fait. Mais elle était parfaitement au courant des problèmes rencontrés et du patrimoine, et des problèmes par rapport au patrimoine sauvegardé sur la commune. Ça, c'est indéniable, on ne peut pas dire le contraire. Bon, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Vous m'aviez donné en début de conseil municipal mon petit texte pour la prochaine gazette de Vivier. Oui. Donc je l'ai rectifié, je l'ai donné à notre directeur général. Et je tiens à préciser que je n'ai eu aucun appel ou aucun mail me précisant que j'avais dépassé de 90 caractères. Pourtant, vous avez été relancé plusieurs fois par. Je viens de le regarder, j'ai eu aucun mail. J'ai eu tous les autres mails sur lesquels j'ai demandé des informations sur le conseil municipal, mais pas sur ça. Donc du coup, j'ai juste avoir confirmation que mon texte sera bien dans le journal de Vivier. Écoutez, je vous avais donné jusqu'à ce soir. Vous êtes à la dernière. Donc c'est fait. Vous l'avez donné. Donc voilà, je n'ai qu'une parole, madame Porquet. Le directeur m'a dit 15h, c'est pour ça. Voilà. Oui, c'était 15h. Donc monsieur Lavis l'a renvoyé dans les temps et vous, on n'arrivait pas à vous joindre. Donc voilà, mais il nous a accordé, il n'y a pas de souci. Donc plus rien n'étant à l'ordre du jour, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Donc le prochain